Voilà, Smart et Réglo. J'ai eu peur que mon invité n'arrive pas. Elle visitait le studio, mais vous avez raison, c'est un bel endroit. On est très heureux de vous accueillir dans Smart et Réglo. Marie-Laure Champonnois, merci d'être là. Experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Et on va s'intéresser à la concurrence déloyale entre les entreprises. Je vous vois faire un petit signe de tête. J'ai envie de vous dire comment l'éviter, parce que globalement, c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup d'entreprises. D'abord, qu'est-ce que la concurrence déloyale, pour faire un peu de droit ? Alors, on va faire du droit, mais sans trop en faire, justement, parce qu'on n'a pas de définition légale de ce qu'est la concurrence déloyale. Mais en tous les cas, on peut la définir comme des actes, en tous les cas, déloyaux, en tous les cas, des comportements déloyaux qui sont contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. C'est vraiment comme ça qu'on va la définir, c'est-à-dire tous les actes qui sont contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Mais évidemment, on va surtout l'illustrer par des exemples. Oui, concrètement, parce qu'on comprend bien la différence entre honnête et déloyal. C'est ça, parce qu'on n'a pas une liste. Il y a une jurisprudence, j'imagine, qui s'empile dans les tribunaux. Il n'y a que des décisions de jurisprudence. Quelques exemples, Marie-Laure. Bien sûr, en tous les cas, enfin, si on doit prendre quelques exemples, parce qu'il y en a énormément, mais en tous les cas, un des exemples phares, c'est l'embauche fautive de salariés. Plus connu encore sous l'angle de débauchage en fait, de salariés. Et l'embauche fautive de salariés, grosso modo, on va pouvoir la distinguer selon deux angles. Soit le salarié qu'une entreprise va recruter est engagé dans le cadre d'une clause de non-concurrence. Ça, bien sûr. Soit il ne l'est pas. Dans le cas où le salarié est engagé dans une clause de non-concurrence, rien que le fait, en fait, de l'embaucher est fautif. Est fautif. Alors, excusez-moi, pour s'arrêter un instant, l'entreprise l'est, mais le salarié aussi. Bien sûr. Il sait exactement qu'on lui a signifié qu'il avait une clause. Évidemment. Il y va, chacun prend son risque. Les deux sont condamnés dans ces cas-là, entreprise et salarié ? Alors, en tous les cas, il y a une action contre les deux, pas sur le même fondement et pas devant la même juridiction, tout à fait. Néanmoins, en tous les cas, l'entreprise qui l'embauche sera condamnée à condition qu'elle sache qu'il était engagé dans le cadre d'une clause de non-concurrence. Donc, évidemment... l'entreprise dit qu'elle ne le savait pas. Voilà, c'est ça. Elle peut jouer, mais bon... il y a un contrat. Pour l'éviter, il vaut mieux, en tous les cas, lorsqu'une entreprise embauche un salarié, lui demander clairement. Et montrez-nous votre contrat, peut-être. C'est autorisé, ça, que l'entreprise lui dise « montrez-nous, et vous avez une clause ». Est-ce qu'on peut la voir ? C'est un peu gênant quand même, ça. C'est un peu gênant parce qu'en effet, ça pourrait être considéré, en tous les cas, comme une atteinte à la vie privée. Potentiellement, voire peut-être même une atteinte par rapport à la protection des données personnelles, C'est en vrai. fait. Donc, oui, c'est donc des documents confidentiels. Mais à tout le moins, une entreprise qui recrute, poser la question et se constituer une preuve. Comme quoi on a posé la question et que le salarié nous a répondu qu'il n'était pas engagé. Alors, il y a les salariés, mais il y a aussi un volet qui est lié à la clientèle, oui. lié au business, avec notamment le dénigrement commercial. Oui. Ça, c'est assez classique. Oui, c'est assez classique aussi. On a beaucoup, en tous les cas, d'exemples également en jurisprudence. Le dénigrement commercial, c'est on jette du discrédit en diffusant, on jette du discrédit sur une entreprise en diffusant des informations malveillantes, en fait. Le cas assez classique, c'est une entreprise qui va diffuser. Donc, il faut qu'il y ait quand même une diffusion auprès d'un certain public, mais une information comme quoi une entreprise, par exemple, est actionnée en justice alors qu'on n'a pas encore de décision définitive qui est rendue. Ou même dénigrer la qualité du produit ou la façon dont le produit est vendu. Exactement. Par des tweets, sur les réseaux sociaux. Je pense à une entreprise qui est venue sur le plateau qui avait été dénigrée sur les réseaux sociaux. Je pense à l'entreprise La Pataterie, pour ne pas la citer, ouais. Et qui avait été victime en fait d'un dénigrement sur Internet et qui lui avait coûté très cher. Le dénigrement, c'est sur tout support. En effet, compte tenu de l'évolution de la société, aujourd'hui, on a beaucoup de dénigrement, en effet, notamment sur les réseaux, mais on peut encore avoir du dénigrement dans la presse, notamment. Et la presse. Papier.
Il y a un sujet qui est intéressant parce que là, il ouvre aussi à la question de la marque et donc la détention d'une marque que l'on a déposée. C'est l'imitation des signes de ralliement d'une clientèle destinée à créer de la confusion. Ça, c'est quoi exactement? Alors, en fait, on est en dehors, là, pour le coup, de la marque, en fait, parce que... D'accord, c'est pas la marque. Non, c'est pas la marque, justement, parce qu'au niveau de la marque, on peut bien évidemment protéger... Donc c'est l'habillage, c'est la boîte, quoi. C'est le nom, par exemple. Le nom choisi par une entreprise, ça c'est l'exemple classique. Le nom choisi par une entreprise, vous pouvez le protéger à titre de marque, mais vous n'êtes pas obligé de le protéger à titre de marque. Par contre, en effet, vous devez l'enregistrer. Si vous êtes une société commerciale, vous devez l'enregistrer au registre du commerce et des sociétés. Quand vous avez choisi un nom, mais que vous ne l'avez pas protégé, une autre entreprise donc on vérifie, il peut est libre. choisir un nom qui à l'identique ou approchant, qui va en tous les cas entraîner une confusion potentiellement dans l'esprit. Quand le nom est libre. Quand le nom est libre. Voilà, on va à l'INPI, on vérifie que la marque est bien disponible. Et si elle l'est, effectivement, je m'y engage. La concurrence parasitaire, pour terminer cette liste, elle est très longue, hein, elle est infinie, je dirais même. Tout à fait. En fait, la concurrence parasitaire, c'est aussi de la concurrence déloyale. Mais en effet, là, on ne va pas chercher à entraîner la confusion, mais on va agir. C'est une entreprise qui va agir en fait comme un parasite. Elle va s'immiscer en fait dans le sillage d'une autre entreprise. Et tirer profit exactement de la notoriété, des investissements qui ont été effectués par cette autre entreprise. Le cas classique, là, pour le coup, c'est en jurisprudence, mais là aussi, il y en a beaucoup d'autres. C'est par exemple la reproduction d'un flacon de parfum. Bien sûr. Où une première entreprise aura beaucoup investi, notamment les entreprises qui sont notoirement connues sur la place, où une entreprise, en effet, va reproduire finalement ce conditionnement et va du coup entraîner, va tirer profit finalement sans rien dépenser. Marie-Laure, on n'aura pas le temps de le développer, mais ce que vous évoquez là est lié aussi à de la concurrence déloyale avec d'autres pays et d'autres puissances. Je pense à la Chine. Et là, pour la juriste que vous êtes, vous nous confirmez que c'est compliqué ensuite de pouvoir avoir gain de cause. Quand une entreprise dit une entreprise asiatique fait de la contrefaçon et me fait une concurrence déloyale, assez compliqué quand même à arrêter l'entreprise à l'autre bout du monde. Oui, alors c'est pas impossible, hein, mais évidemment là il faut se faire aider par un professionnel. C'est très lourd comme procédure. Tout à fait, c'est très lourd. Il faut vraiment être spécialisé, mais en tous les cas c'est possible sur le plan du droit. D'autant plus si c'est une entreprise française en fait qui subit des dommages en France en fait, et c'est complètement possible, tout à fait. Parce qu'on touche là à la contrefaçon directe de produits et de marques de luxe en particulier, puisque c'est de ça dont il est question. Combien de temps une entreprise peut se voir reprocher des actes de concurrence déloyale? Alors, l'action en concurrence déloyale, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans à compter, en effet. Elle s'éteint au bout de 5 ans. Oui, mais c'est le point de départ qui parfois n'est pas évident à fixer, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'entreprise a eu connaissance de la possibilité de mettre en œuvre cette action. Marie-Laure Champenois, juste 2 dernières questions. Le tribunal compétent, parce que vous évoquiez tout à l'heure pour le salarié ou pour l'entreprise qui n'étaient pas les mêmes juridictions, pour les entreprises qui sont considérées coupables ou en tout cas accusées, c'est quel tribunal? Le tribunal de commerce est compétent pour tous les litiges en fait entre commerçants et ou sociétés commerciale. D'accord. C'est lui qui va rester compétent. Et pour le salarié, celui qui n'aurait pas dévoilé sa clause de non-concurrence? Là, c'est le Conseil des prud'hommes. Là c'est le Conseil des prud'hommes. Couvert d'un spécialiste de droit social. C'est ça. En effet. Parce qu'il sera attaqué par l'entreprise qu'il vient de quitter. C'est ça, c'est lié à un contrat. Et c'est lié à son contrat. Donc, tout ce qui découle du contrat de travail, sauf exception, ça va être le Conseil des prud'hommes. Et un dernier mot, qui peut agir d'ailleurs en concurrence déloyale? Une entreprise, quelle que soit sa taille. Alors, c'est l'entreprise victime elle-même qui va pouvoir en tous les cas attaquer. Par contre, il peut y avoir aussi des syndicats ou des fédérations qui vont être compétents pour agir, parce que là, ça touche plus en tous les cas une entreprise seule, mais ça touche un panel d'entreprises, et donc les syndicats ou les fédérations sont habilités à agir. Un tout dernier mot. Il y a un abus d'une action. C'est quoi l'abus d'une action? Ça veut dire qu'on va au tribunal, mais en fait, finalement, on abuse. On sait que de toute manière,
notre action, elle n'est absolument pas fondée, on n'a aucune preuve. Mais on y va quand même, pour déstabiliser le concurrent. Et là, c'est une mesure inverse, en fait. Tout à fait. C'est une forme de dénigrement inversé par le biais du tribunal. Aujourd'hui, il y a un texte qui sanctionne cela. C'est pas courant en soi, mais on a l'entreprise attaquée dit, mais regardez, elle n'a aucune preuve pour m'attaquer, donc finalement, elle utilise le tribunal pour faire sa publicité. Tout à fait. Bad buzz is good buzz. Alors, pour faire sa publicité ou autre. Ou déstabiliser l'entreprise d'en face. Oui, tout à fait. Pour gêner le concurrent. Pouvoir générer aussi des frais chez l'autre entreprise, parce que, évidemment, une action en justice ne se défend pas seule, donc on fait très appel à pervers comme démarche. Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer. C'est un sujet sensible, Marie-Laure Champenois, avec une liste très très longue, parce qu'il y a c'est une jurisprudence, puisque le texte, il n'y a pas de texte structuré sur cette question. Non, en fait, c'est un texte général dans le Code civil qui date de Napoléon, évidemment. Napoléon, déboulonné à Rouen, vous avez vu. Bref, c'est pas le sujet. Ce texte-là ne doit pas dater de Napoléon, mais c'est une action qui est fondée sur la responsabilité civile. Voilà. Merci d'être venu, vous représentiez SVP, information décisionnelle. Merci Marie-Laure Champenois d'être venue sur notre plateau des Potrons Minet. Tout de suite, on fait une courte pause et on s'intéresse aux PME, TPE à travers la voix du président de la CPME, Bernard Cohen-Haddad. Il est le président de la CPME Île-de-France. Il y a beaucoup de sujets autour des PME aujourd'hui. La relance, le télétravail, le pouvoir d'achat évidemment et plein d'autres sujets parce que, est-ce que ces PME bénéficient de cette reprise? On va en parler avec lui juste après cette pause.